Est-ce que c'est normal que... Vous est-il déjà arrivé de prononcer ou d'entendre cette phrase? Comment résonne-t-elle pour vous? Que répondriez-vous à cela? Carl Gustav Jung écrivait « Être normal, c'est l'idéal des ratés ». Que pensez-vous de cette citation? Jung ici critique l'idée de normalité comme objectif de vie. Il suggère que ceux qui cherchent avant tout à se conformer aux normes sociales sans explorer leur propre individualité ou profondeur intérieure passent à côté de leur potentiel. Pour lui, se contenter d'être normal, c'est renoncer à l'authenticité, à la complexité de l'être humain et donc à une vie pleinement réalisée. Il oppose donc la normalité, synonyme d'adaptation passive, à l'individuation qui est au cœur de sa pensée, un processus où l'on devient véritablement soi-même, quitte à sortir des cases. Qu'en pensez-vous? Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais tenter de clarifier un petit peu cette question de la norme et surtout, je vais nous proposer de questionner ce qui se cache derrière ces petites phrases. Est-ce que tu crois que c'est normal, tel comportement, ou c'est pas normal que, point de suspension? Vous savez, ces petites phrases que l'on entend parfois, que l'on prononce aussi quelquefois. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sérénité au féminin. Explorez, ressentez et rayonnez. Pascal au micro. Un numéro un petit peu spécial puisqu'il s'agit du dernier épisode de cette saison 1. Et oui, avec 53 épisodes cumulés depuis le mois d'août dernier, en comptant les sérénités pratiques, et bien voilà une belle saison qui se termine. Cela va être une trêve estivale, une façon aussi de prendre un peu de recul, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passera rien cet été, non. Sans doute des rétrospectives de moments choisis et ou des partages vidéo courtes, spontanés. La façon la plus sûre de rester informé de mon actualité, c'est de rester abonné à ma chaîne ou de vous abonner encore à ma lettre d'information. Elle est gratuite et chaque mois, j'y offre des astuces, mais également des offres tarifaires ou autres invitations spéciales abonnés. Vous avez plus d'infos si ça vous intéresse et le lien d'inscription dans la description de cet épisode. J'en profite bien sûr pour vous remercier chaleureusement de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité, de votre soutien. L'aventure continuera après l'été avec un retour prévu en octobre. Je vous en dirai plus sur ma chaîne YouTube et dans ma lettre d'information. Je reviens juste un instant sur la citation de Jung. Elle est belle cette citation, hein, un peu provoque peut-être. Être normal, c'est l'idéal des ratés. Pour mieux la comprendre, je vais essayer de l'illustrer à travers 3 exemples. Exemple numéro 1. Imaginez un adolescent qui refoule sa passion artistique pour rentrer dans le moule. Oui, un jeune passionné par la photo, le dessin, le théâtre, la danse, qui abandonnerait ses talents pour suivre un cursus beaucoup plus sérieux, voulu par les parents ou la famille. Il deviendra peut-être fonctionnaire, ingénieur, haut magistrat, mais au fond de lui, se sentira frustré intérieurement, voire vide, car il a sacrifié son unicité pour être normal. Exemple numéro 2, une femme qui s'efface pour correspondre à un modèle social. J'en ai pas mal parlé. Ça peut être une femme brillante et ambitieuse qui se bride pour répondre aux attentes culturelles ou familiales, encore une fois. Être discrète, douce, gentille, effacée, ne pas trop briller. Elle laisse parfois passer des opportunités, croyant qu'il faut être comme les autres, et finit, elle aussi, par se sentir invisible, vide, à côté de sa vie. Exemple numéro 3,
un salarié qui déteste son travail mais n'ose pas changer. Quelqu'un reste 20 ans dans un emploi qui ne lui plaît pas simplement parce que c'est stable, socialement acceptable et qu'on ne quitte pas un CDI. Il vit dans l'ennui et l'amertume, il en devient blême, gris, parce qu'il a choisi la norme plutôt que le risque d'écouter ce qui l'anime, ce qui l'habite profondément. À travers ces quelques exemples, on a là l'illustration d'une forme d'autoréduction au nom d'une prétendue sécurité ou acceptabilité sociale. Et je vous l'ai dit, si aujourd'hui j'aborde cette thématique, c'est parce qu'il y a peu j'étais interpellée par une amie. Elle me demandait si je trouvais normal tel comportement d'une personne de son environnement. C'était une histoire de demande de part d'héritage dans une fratrie aux pères différents. Mais qu'est-ce que la normalité? Et surtout, comment décrypter autrement cette question? Est-ce que tu crois que c'est normal que, point de suspension, ou c'est pas normal que, avec les mêmes points de suspension? Alors, est-ce que vous êtes prêts ou prête? Je vais vous donner d'autres exemples encore pour essayer, dans un premier temps, de comprendre cette histoire, ou pas de la comprendre, mais en tout cas de la regarder sous un angle différent. Il y a des années en arrière, par exemple, la norme, c'était qu'il y ait des classes de filles et de l'autre côté des classes de garçons, comme la norme était que l'on porte l'uniforme pour aller en classe. Et il y a des siècles en arrière, il était normal, voire légitime, d'interpeller en duel et donc peut-être de tuer une personne si notre honneur avait été blessé. Comportement que nous considérons aujourd'hui comme immoral et impensable. La norme a aussi cependant pour mission parfois de poser un cadre, une garantie en quelque sorte, à des codes établis pour faciliter la vie en société. Je vais prendre l'exemple de la conduite. Respecter un stop, ne pas griller les priorités à droite. Dans ces cas-là, ce sont des normes, des codes établis pour nous protéger, en tout cas protéger la sécurité des conducteurs, des passants, etc. Mais même le code de la route et les référentiels du code de la route peuvent bouger, comme par exemple il y a quelques années le fait d'avoir abaissé la vitesse autorisée sur les routes pour limiter la mortalité suite aux accidents de la circulation. Ce que je veux dire par là, c'est que les normes peuvent évoluer et que les normes sont souvent dépendantes de critères variables, selon les sociétés, les époques, les grilles de référentiel. Et c'est important de garder cela en tête afin de ne rien figer. Et puis côté comportement, en arrière-plan de ce qui est établi comme norme à un moment donné, arrive souvent un espèce de jugement quand même négatif sur ce qui est hors norme, c'est-à-dire différent, selon encore une fois, je le rappelle, un référentiel fluctuant. Ce jugement négatif l'est souvent par mécanisme de peur et de protection dont j'ai déjà parlé. La différence, la nouveauté dérange. Alors oui, la normalité est un sujet vaste qui peut être abordé sous des angles pluriels, sociétaux, médicaux, etc. Mais ce n'est pas vraiment là le questionnement que je voulais approfondir aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décrypter ce qui parfois nous pousse à nous poser cette question, à dire cela
ou à croire cela. Une invitation en somme à réfléchir à nos propos. Et lorsque cet ami m'a posé cette question, mes premiers mots ont été de lui rappeler ce que je viens de vous dire juste avant. C'est-à-dire que les normes, elles sont toujours établies sur la base d'un système souvent variable qui amène souvent très vite des jugements négatifs et que ce qui peut être normal pour quelqu'un ne l'est pas pour l'autre car nous sommes tous différents. Donc avec des perceptions, des histoires, des références, des seuils différents. Et qu'en ce sens, ce qui peut sembler normal à l'un et anormal pour l'autre dépend uniquement de son propre référentiel de valeur, de son histoire personnelle, de ses conditionnements, etc., etc. Et le fait d'avoir renvoyé cela à cet ami lui a permis dans un premier temps de poser un regard plus empathique sur le comportement de l'autre. Alors, rappelons que l'empathie ne veut pas dire cautionner ou accepter le comportement de l'autre, mais juste se mettre en paix avec ce qui a été touché aussi chez nous, mais quelque part essayer d'offrir un regard, une écoute empathique à ce que vit l'autre. Souvent, on va juger le comportement de l'autre comme déviant, mais parce qu'on le regarde dans ces moments-là depuis un espace dérégulé qui n'est pas un espace d'ouverture de cœur, ni d'un espace de cohérence cœur-cerveau. Dans ces moments-là, on est souvent dans ce qu'on appelle un déficit d'énergie, parce que on est dérégulé, on est touché, on est bousculé, on est envahi, on est pris dans telle ou telle émotion. Et automatiquement, dans ces moments-là, arrive le jugement et on perd notre qualité empathique. Ok ? Donc du coup, effectivement, on oublie dans ces moments-là que parfois, les propos qui peuvent être perçus, mais c'est une perception comme maladroit de l'autre, évoquent aussi un bout de son histoire, un bout de sa souffrance, un bout de son chemin, de son conditionnement. Et quand on se replace sur la ligne du cœur, eh bien, on capte autre chose derrière ces mots qui peuvent être perçus comme maladroits. Et donc, ça lui a permis déjà de poser un regard un petit peu différent. Ça me ramène aussi à cet autre exemple. Vous savez, ces êtres qui ont eu la capacité de pardonner les assassins de leurs femmes ou de leurs enfants. Si je vous cite ces exemples, c'est juste pour vous rappeler la puissance. Je pèse le mot et je dis bien la puissance et le pouvoir du non-jugement, du pardon, de la gratitude et de l'activation de l'intelligence du cœur. À mon sens, ce sont sans nul doute des piliers importants, fondamentaux, à explorer sans limite pour tendre vers une société et un monde plus apaisés, réellement apaisés. Et puis j'ai ensuite invité cet ami non pas à questionner la normalité du comportement de cette personne qui lui est proche, mais plutôt à aller voir en elle ce qui, à ce moment-là, était troublé par le comportement de la dite personne. Je lui ai proposé d'essayer de clarifier et d'exprimer l'émotion ou les émotions, il y en avait plusieurs, en lien avec cette situation. Et de repérer ses propres besoins derrière sa question. Tu crois que c'est normal qu'elle se cachait bien sûr autre chose. Quelque chose qui l'a concerné, une forme de questionnement, de culpabilité sur aussi sa propre attitude. Alors vous voyez, en ramenant cette empathie à double niveau,
envers ce qui vit en soi à ce moment-là, et en comprenant que l'autre, lui aussi, exprime maladroitement, sans doute, peut-être, ça dépend des perceptions, sa propre souffrance, eh bien, elle a pu poser un regard plus doux sur cette situation, aller sur la colline de l'autre, comme nous l'exprimons en CNV, en communication non violente. Elle a pu aussi se mettre à l'écoute, autrement, de ce qui vit en elle, de ce que vivait l'autre, et qui est parfois à décrypter en deçà des mots perçus comme maladroits. Réaligner sur la ligne du cœur, après avoir identifié et exprimé ce qui vivait en elle, elle a pu poser un regard plus apaisé sur l'autre, sur la situation et sur elle-même. Daniel Goleman, psychologue connu qui a écrit énormément de choses, mais notamment un livre sur l'intelligence émotionnelle, a dit « L'intelligence émotionnelle compte plus que le QI dans la réussite personnelle et professionnelle ». Et j'aime cette citation de Goleman. Elle fait le pont avec l'intelligence du cœur, dans le sens de régulation émotionnelle, cœur-cerveau. Alors, voilà l'occasion rêvée pour nous inviter à continuer de faire du mieux que nous pouvons pour développer non-jugement, gratitude, pardon, et à ne pas sous-estimer le pouvoir de l'intelligence du cœur offert à soi-même, à l'autre. Je voulais aussi nous inviter à ne pas oublier la variabilité du caractère normatif, ne serait-ce que pour nous aider à faire parfois ce pas de côté si précieux dans les jugements à porter sur soi, l'autre, en comprenant aussi le côté sécuritaire d'une norme établie. Je vous questionne, juste pour le plaisir d'explorer ensemble une nouvelle perspective. Et si la norme d'une nouvelle humanité devenait un jour celle d'apprendre à décrypter les situations de nos vies, celles qui nous placent en déficit d'énergie, par l'angle de l'intelligence du cœur, pour réguler au plus vite cœur et cerveau et retrouver la paix. Nous sommes nés outillés pour cela, même si parfois nous l'oublions. En guise de conclusion, je pose donc ces quelques mots offerts aussi comme un message porteur d'espoir ou un vœu pieux, dans l'acceptation aussi que cette humanité évolue au rythme des êtres humains qui la composent, en sachant que chacun a son rythme et que tous les rythmes sont OK. Je n'y vois pas et ne souhaite pas une injonction à devoir évoluer. C'est juste un témoignage vivant et un appel du cœur à nous offrir et à réunir une humanité qui serait moins en déficit d'énergie, ligotée dans des émotions non ou mal accompagnées, pour être davantage en crédit d'énergie, parce que ayant appris à accompagner les émotions déficitaires. Quand on regarde depuis un autre espace en nous, l'autre, la situation ou nous-mêmes, on se remet en cohérence. Je vous avais partagé, alors peut-être pas à vous, mais en tout cas si parmi vous certaines personnes participent à mes sessions de relaxation offertes, vous aurez des informations là-dessus aussi en vous baladant sur mon site web. Je vous ai partagé un exercice, et je crois que j'en ai parlé aussi dans un épisode de podcast, où j'évoquais le freeze frame du Earth Math Institute. C'est vraiment un outil fabuleux, d'une puissance extraordinaire. Donc, je le répète, nous sommes dotés
d'outils, entre guillemets, intérieurs qui ne demandent qu'à être explorés pour nous auto-réguler émotionnellement. Après, bien sûr, le plus difficile, et j'en ai aussi déjà parlé, c'est de se souvenir dans ces moments-là que l'on a ces outils à l'intérieur de nous. Et dans cette quête un petit peu perpétuelle à courir à la solution extérieure, c'est encore une nouvelle fois une invitation à nous rappeler que nous sommes une grande source de solutions et que à l'intérieur de nous-mêmes, avec le corps avec lequel nous sommes nés et ces différents organes dont le cœur, eh bien, nous pouvons réguler un certain nombre de mots MOTS ou de mots MAUX. Donc oui, c'est en quelque sorte une invitation à cultiver plutôt des émotions créditaires. Ça se dit créditaire ? Qui nous place en tout cas dans un crédit d'énergie, ok, plutôt que dans un déficit d'énergie. Parce que quand on est en crédit d'énergie, généralement on est bien, on est régulé et on partage aussi cette paix, cette sérénité, cette quiétude, cette confiance, cette joie, cette créativité. Bien sûr avec des vibrations différentes, avec des fluctuations, nous sommes humains. Il n'y a rien qui est figé, rien qui est définitif. Tout passe, la joie comme la peine, ne jamais l'oublier non plus. Mais c'est vrai que quand on prend de l'autonomie, et moi c'est quelque chose qui me motive aussi à accompagner chacun dans son chemin d'autonomie, eh bien effectivement on gagne quand même en sérénité émotionnelle et relationnelle. Et il me semble, mais je me trompe peut-être, et si je me trompe, c'est ok, que beaucoup d'entre nous aspirent à vivre dans un monde réellement apaisé. Ce qui veut dire que nous soyons en capacité de cultiver plutôt des émotions qui nous placent en crédit d'énergie, à cultiver le non-jugement, la gratitude, le pardon, et à laisser vivre et à explorer, pratiquer l'intelligence du cœur. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, si cet épisode vous a touché, inspiré, merci d'avance de le partager à toute personne à qui il pourrait être utile, en vous remerciant encore pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Je vous souhaite un bel été à tous qui sera ponctué, j'en prends l'engagement, de quelques belles surprises. À très bientôt.